tous, je suis ravie de vous retrouver pour répondre aujourd'hui à vos questions. BFM Crypto, le club, vous savez, vous pouvez nous écrire à cette adresse crypto@bfmbusiness.fr et on vous répond toutes les semaines entre 15h et 15h30 sur BFM Business. Les questions les plus simples jusqu'aux plus techniques. On est là avec mes experts pour répondre à vos interrogations. Aujourd'hui, Morgane Landus, fondatrice de Crypto 360. Bonjour Morgane. Bonjour Sandra. Ravie de vous avoir sur le plateau. Emmanuel Valente est avec nous, également cofondateur de CoinHouse. Bonjour Manuel. Bonjour Sandra. Ravi de vous retrouver pour l'émission crypto@bfmbusiness.fr, le club BFM Crypto. Vos questions, nos réponses. C'est parti. Allez Morgane, on commence avec vous. Et la question de Frédéric. Depuis quelques jours, alors moi j'aurais dit Bitget, mais c'est peut-être bitget.com, nous affiche un message nous indiquant qu'en France, nous n'aurons plus le droit d'utiliser leurs services fin mars 2026 et nous demande si nous sommes ou non résidents français. Première question, quelles seraient les conséquences si on déclarait ne pas être résident français et utilisions toujours Bitget au-delà de la date indiquée? Quelle est la meilleure façon de quitter ce site et que faire des tokens, du coup, si on en a? Ça fait 3 questions bien distinctes. Déjà, les conséquences, si on contourne un petit peu la réglementation concrètement. Oui, alors il faut comprendre pourquoi est-ce qu'en fait Bitget ne peut plus offrir ses offres et services aux résidents français. Alors c'est pas que les résidents français, en fait c'est partout en Europe. Malheureusement, Bitget n'est pas compliant avec MiCA. Donc ils vont mettre en place des phases successives qui ne vont plus permettre aux Français d'utiliser leurs services. Alors j'ai pas eu de réponse quant aux conséquences. Par contre, Bitget est très clair. J'ai parlé à quelqu'un de leur équipe. Il faut partir de la plateforme. Et la date butoir, c'est le 31 mars 2026. Alors déjà, à partir du 16 janvier, on ne peut plus ouvrir son compte sur Bitget si on a un résident français. Et vous devez fermer votre compte. Ils respectent les cadres légaux. Et MiCA, malheureusement, on est obligé de se mettre au pas si ça n'a pas déjà été fait en amont. Par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'ils ont envie de se mettre en règle. Donc, il m'a été confirmé qu'il y a une volonté de Bitget ou Bitget de se mettre en conformité. Donc peut-être qu'ils reviendront sur le sol français. Par contre, il est vraiment vivement recommandé à notre auditeur de fermer son compte tout simplement. Alors quelle forme est-ce que ça va prendre? Je crois que c'est la deuxième question. Faire l'inventaire de toutes les cryptos qui sont sur Bitget en ce moment et les transférer. Alors, on peut les transférer sur un portefeuille de type chaud, de type froid, si on veut être en self-custody ou sur un autre exchange. L'idée, c'est vraiment de se dire qu'à partir du 31 mars, toutes les cryptos au-delà de $10 vont être transférées de toute façon sur une autre plateforme. Et les utilisateurs auront accès à partir du 1er avril. Donc, le mieux, c'est de le faire en amont. Si vous avez un DCA, des ordres limites, annulez-les parce que de toute façon, ils ne seront plus actifs. Oui. Ensuite, pour les petites poussières qui restent sur les tokens, je pense que c'était aussi une question de notre auditeur, le mieux c'est de les convertir par exemple sur une crypto que vous possédez déjà et que vous allez retirer de la plateforme. Pourquoi? Parce que des fois il faut un minimum pour pouvoir sortir des cryptos sur une blockchain. Donc si vous avez un actif que vous possédez déjà sur la plateforme et que vous allez de toute façon le retirer, moi je recommande de convertir. Et puis pour la dernière question, est-ce qu'il faut garder les tokens, le token natif de la plateforme? Ça va vraiment dépendre de notre auditeur. Pourquoi est-ce qu'il a ces cryptos? Est-ce que c'est une vision de spéculation? Est-ce que c'est une utilité sur la plateforme de Bitget? Oui. Si c'était une utilité, forcément, c'est caduque. Ça n'a plus vraiment de sens à partir du 31 mars. Donc, peut-être que les revendre a du sens, que ce soit sur un actif, par exemple le Bitcoin, ou que ce soit en stablecoin. Ça va vraiment dépendre du profil d'investisseur de nouveau de notre auditeur. Ou alors, l'idée, ce serait peut-être de les garder, mais seulement si vous avez une conviction sur la plateforme, sur l'équipe, sur la possibilité pour Bitget d'aller chercher un marché plus important, peut-être à l'avenir. Dans ce cas-là, vous gardez les tokens, mais vous allez quand même les retirer. C'est très intéressant cette conversation et on aura sûrement beaucoup de questions de ce genre parce qu'on en a parlé très récemment dans l'émission. Il y a des sites, il y a des plateformes qui vont devoir fermer pour cette raison-là, c'est-à-dire le dossier MiCA soit n'a pas été présenté, soit les entreprises pensaient qu'elles auraient plus de temps. Non, là ça y est, le délai court, la fin de la fin c'est début juillet, mais effectivement l'AMF a prévenu si les dossiers très complets n'ont pas été envoyés à la fin du mois de mars, il faut carrément déclarer une cessation d'activité. Donc effectivement, il va vraiment falloir faire très attention à la plateforme sur laquelle vous êtes et privilégier derrière les plateformes françaises, on ne le dira jamais assez, et compliant effectivement
effectivement. Donc, c'est important de se tenir au courant et de faire ces actions-là en anticipant pour ne pas se laisser surprendre. Jean-Michel vous demande, Manuel, débutant depuis novembre dernier, j'ai stacké quelques alts, très peu de temps, et j'ai gagné 0,48 € entre décembre et janvier. Est-ce que je dois vraiment déclarer cette toute petite somme, Manuel? Alors malheureusement oui. Je suis allé vérifier les lois en question et effectivement, donc l'État à l'heure actuelle fait une grosse différence entre les plus-values que vous aurez pu effectuer en faisant du trading, de l'achat et de la vente de crypto, et les revenus que vous pouvez avoir avec des opérations de type staking. Donc, pour tout ce qui est revenu plus-value, vous n'avez pas besoin de déclarer si vous êtes en dessous de 305 € annuels de revenus. Ouais. Par contre, la loi ne stipule pas un minimum pour le staking, donc ça veut dire que les 0,48 € doivent être déclarés. Alors, pour les déclarer, le meilleur moyen, c'est de prendre un cours moyen pondéré sur l'année pour les petits montants et de multiplier du coup par le nombre d'éthers ou autres que vous aurez récolté. C'est contraignant, mais malheureusement, le staking, c'est quand même quelque chose qui est relativement nouveau et il n'y a pas encore eu de texte particulier sur le sujet. Peut-être qu'il y en aura un à l'avenir pour assouplir un tout petit peu cette mécanique un peu contraignante. Alors évidemment, on dit dans cette émission qu'il faut être très attentif à la fiscalité et aux règles parce que le fisc est très attentif à nous. Mais c'est vrai que sur une somme aussi petite, on peut se dire, et si on ne le fait pas, parce que j'imagine qu'il y en a qui ne vont pas le faire pour des gains si petits, il risque quelque chose jusqu'à maintenant, Manuel, ou ce sera peut-être plus tard, des conséquences Alors, il n'y aurait pas un risque énorme, parce que si jamais il y avait un redressement là-dessus, ce serait de l'ordre de quelques centimes, donc ce serait insignifiant. Mais si on veut être dans les clous, il faut absolument le déclarer. Vaut mieux être dans les clous. De toute façon, on ne joue pas avec le fisc en France. Alain vous demande, Morgane, que va-t-il se passer lorsque le dernier Bitcoin sera miné? On rappelle que c'est en 2140. Tout à fait, en 2140, c'est un événement qui est très important quand on s'intéresse à Bitcoin, puisque c'est la fin de sa production. Actuellement, dans les grandes lignes, comment est-ce qu'on produit du Bitcoin? Il y a un nouveau bloc sur la blockchain de Bitcoin toutes les 10 minutes. Et en fait, ce sont les mineurs qui vont utiliser de l'électricité pour résoudre un puzzle mathématique le plus rapidement possible. En fait, ils sont en compétition les uns contre les autres. Et qu'est-ce qu'ils veulent gagner? Ils veulent gagner le Bitcoin fraîchement créé, qu'on va retrouver dans la Coinbase Transaction. C'est la première transaction qu'on retrouve au-dessus de tous les blocs. Et c'est prédéterminé le montant qu'ils vont gagner. C'est 3,125 Bitcoin actuellement, toutes les 10 minutes sur la blockchain de Bitcoin. Au départ, c'était 50 Bitcoin par bloc. Alors pourquoi une telle différence? C'est parce que Satoshi Nakamoto a voulu créer un actif qui serait fondamentalement différent des monnaies fiduciaires, l'euro, le dollar, où on peut imprimer ad vitam aeternam et qui sont frappés par l'inflation. Bitcoin, il est rare. Et pour avoir cette rareté programmée, ce qui a été prévu, c'est qu'il y ait une division de sa production tous les 210 millièmes blocs sur la blockchain de Bitcoin. Et donc, à chaque fois qu'il y a un halving, c'est ce qu'on appelle un halving, la division de production de Bitcoin est divisée par 2, la récompense des mineurs, en fait, est divisée par 2 également. Donc ça, c'est important parce qu'en fait, ça va courir jusqu'en 2140. Il n'y aura plus de Bitcoin qui seront créés. Et ça, c'est une promesse qui est fondamentale quand on s'intéresse à Bitcoin parce que c'est ça qui lui donne sa rareté. Et c'est pour ça qu'il est courtisé et qu'il est acheté et qu'il est adopté également. Donc ça, c'est important. On pourrait se poser la question, mais quelle sera l'incentive pour les mineurs a posteriori de continuer en fait à jouer leur job sur cette blockchain? Alors les mineurs, ils gagnent de 2 manières des récompenses. Premièrement, c'est le Bitcoin qui est fraîchement créé, mais dès qu'on en a 21 millions, en 2140, c'est terminé. Par contre, ils toucheront toujours les transactions. À chaque fois qu'en fait, on fait une transaction sur Bitcoin, on va payer des frais. Ouais. Et bien ça, ce sera pour le mineur. Ouais, donc, il aura toujours une petite incentive. Oui, vous voulez ajouter quelque chose, Manuel? Et juste un point, c'est que dans très peu de temps, c'est-à-dire à peu près le 10 mars, on va atteindre le 20 millionième Bitcoin qui aura été créé. Oui. Après ça, il ne restera plus qu'un seul million de Bitcoin. Le dernier million. C'est ça. Donc on l'a fait très vite. On l'a fait en 16 ans, 20 millions de Bitcoin. Et il va falloir plus d'une centaine d'années pour faire le dernier million. Exactement. Et j'aimerais bien savoir où on en est dans ce secteur quand on sera en 2140. Mais aucun de nous ne sera là pour le voir. Mais ce sera très intéressant. Et le prix du Bitcoin, évidemment. Cécilia nous demande, elle pose 2 questions. Pourquoi CoinHouse n'a pas encore l'agrément MiCA? Première question, Manuel. Et ensuite, est-ce qu'il faut acheter des cryptos via une plateforme ou les transférer sur Ledger ou acheter directement sur Ledger? J'ai essayé d'acheter sur Ledger, mais on m'a posé tellement de questions que j'ai abandonné. Première question, effectivement, pourquoi CoinHouse n'a pas encore MiCA?
Parce que c'est complexe. Un dossier d'agrément MiCA, c'est beaucoup de paperasse à remplir, c'est beaucoup de mécanismes qu'il faut mettre en place qui transforment véritablement le fonctionnement de la société pour être compliant MiCA. Ça prend du temps. Notre dossier, il est à l'heure actuelle auprès de l'AMF en attente de vérification. On est très confiant sur le fait qu'on aura notre agrément MiCA. Ce qui est intéressant, c'est que c'est quand même beaucoup plus facile pour les banques traditionnelles d'avoir leur agrément. Elles ont juste à faire une notification, alors que les pure players crypto, eux, ils sont obligés de faire un dossier qui est quand même relativement complexe. Mais globalement, nous sommes confiants. Ouais. La deuxième question, c'est... alors, il faut préciser un truc important, c'est qu'en fait, Ledger ne fait que du stockage. Avec votre Ledger Wallet, tout ce que vous pouvez faire, c'est conserver des bitcoins ou d'autres cryptos et les envoyer à un destinataire, etc. Ledger, via des partenariat, est capable aujourd'hui, via son interface Ledger Live, de vous proposer l'achat et la vente de crypto. Mais au final, tout ce que ça fait, c'est que vous êtes en train de parler à une plateforme externe qui est un partenaire de Ledger. Donc les fameuses nombreuses questions qui sont effectivement posées, c'est exactement la même question que vous aurez lorsque vous vous connectez à n'importe quelle autre plateforme. On appelle ça donc du KYC, qui sont destinés donc à notamment prouver votre identité. Si vous trouvez ça très contraignant, malheureusement, toutes les plateformes actuelles et toutes celles qui seront agréées MiCA vous poseront à peu près les mêmes questions. On rajoute que c'est la même contrainte pour un établissement bancaire. Absolument. C'est que ce sont effectivement, il faut vraiment vérifier votre identité. Ce sont des établissements très importants. Donc finalement, ce sont les mêmes règles. Donc il ne faut pas être étonné. C'est peut-être parce que ça fait très longtemps que vous n'avez pas créé un compte ou ouvert un compte dans une nouvelle banque. Mais en tout cas, ce sont les mêmes choses. Donc on lui conseille de prendre une plateforme agréée MiCA ou qui va l'être et de tenter sa chance sur cette plateforme-là. C'est le plus important. Exactement. Henrich nous demande, Morgane, pourquoi dites-vous d'investir très tôt pour gagner ? Cela suppose que c'est une pyramide et que le premier venu est le mieux payé. C'est une des critiques qui est très souvent formulée quand on ne comprend pas très bien le système du Bitcoin. Oui, alors le mot pyramide, évidemment, j'ai un petit peu de mal quand on parle du secteur. Par contre, la question, je peux la comprendre de notre auditeur, est-ce que les premiers qui sont arrivés ont été privilégiés dans notre secteur qui n'a que 16 ans d'existence, avec notamment l'avènement de Bitcoin ? Forcément, oui. Maintenant, il faut comprendre que Bitcoin est sous-estimé. Il n'est pas très bien compris encore actuellement, 16 ans plus tard. Donc, il faut imaginer que 16 ans auparavant, pour les personnes qui se sont intéressées à Bitcoin, il fallait avoir des notions peut-être de comment le système bancaire fonctionne, de comment la monnaie fonctionne, d'avoir une affinité avec Internet. Donc, il y avait quelques élus, il fallait passer ces barrières intellectuelle, et puis il fallait avoir de l'audace quand même pour se positionner sur un actif qui était aux antipodes de tout ce qu'on connaît du monde traditionnel. Donc il y a eu quelques élus, ils ont eu des prix qui sont imbattables, des prix que nous ne reverrons plus. C'est vrai que Bitcoin, l'année de sa création, en octobre, on échangeait 5050 bitcoins pour $5. Et la première fois que Bitcoin a touché $1, c'était en 2011. On pourrait aussi parler d'Ethereum. Lors de son ICO, Initial Coin Offering, on s'échangeait un Ethereum pour 30 centimes. Aujourd'hui, on échange un Ethereum pour $2000. Et on échange un Bitcoin un petit peu en dessous des $70,000. Forcément, c'est des niveaux qu'on ne reverra plus, mais parce qu'il y a eu de la maturité, il y a eu de l'adoption, parce que ce sont des succès. Et s'ils retrouvaient ces niveaux-là, je pense que ce serait la fin de Bitcoin et d'Ethereum. Donc forcément, ceux qui ont eu de l'audace à l'époque et qui se sont positionnés même dans les premières années, ils ont eu des prix qu'on ne reverra pas. Je pense que la sous-question de cet auditeur, c'est est-ce qu'il y a encore un potentiel à l'avenir ? Et la réponse, elle est oui. Surtout quand on s'intéresse à Bitcoin, quand on sait que c'est un actif qui est rare, 21 millions d'unités, qu'il y a une adoption qui est quand même très importante, qui se renforce avec les institutionnels depuis 2024, on sait que ça aura un impact sur le prix. Et un x2, x3, x5, x8, peut-être même x10 sur Bitcoin dans les années à venir, c'est possible. Je pense même que le potentiel de Bitcoin, il est illimité au final. Donc, attention, oui, les premiers ont été favorisés, mais il y a encore du potentiel. Et puis, quand on pose ce genre de questions, j'aime bien parler aussi de certains use cases qui peuvent être intéressants quand on démarre dans ce secteur. Et il y en a un dont on n'en entend pas trop parler, c'est les 2 milliards de personnes qui sont laissées pour compte, qui n'ont pas accès au système bancaire. Ce sont des personnes, on parle de 38% de la population, qui n'ont pas de possibilité d'ouvrir un compte, de faire un virement, de se constituer une épargne. Ce n'est même pas possible pour eux. C'est ce qu'on appelle en anglais les unbanked. Ces personnes, aujourd'hui, elles ont quand même une solution
solutions concrètes qui existent, de devenir leur propre banque avec une connexion qu'elles peuvent même louer dans un coffee shop. Donc ça, c'est des use cases dont j'aime bien un petit peu parler pour les gens qui se posent ce genre de questions. Oui, et si vous avez besoin de plus d'informations, vous vous posez beaucoup de questions, vous doutez aussi, lisez des livres. Il y a beaucoup d'experts qui passent d'ailleurs dans cette émission, qui ont écrit des bouquins simples à comprendre et qui répondent aussi à ces objections-là. C'est très intéressant, c'est facile d'accès. Donc, je vous conseille aussi de lire des livres sur la question. Björn nous demande, ça concerne à nouveau l'agrément MiCA, Manuel. L'agrément MiCA est assez difficile à obtenir et onéreux d'après ce que j'ai pu entendre. En quoi est-ce intéressant de l'avoir ? Quel est le retour sur investissement pour les rares qui ont réussi à l'avoir ? Hormis se mettre en règle par rapport à l'Europe, je ne comprends pas l'intérêt. Alors d'abord, une toute petite statistique. Avant MiCA, donc vous aviez un agrément qui était géré par l'AMF française et vous aviez 120 entreprises qui avaient obtenu cet agrément. Si on regarde aujourd'hui l'état de ces entreprises, vous en avez à peu près 30 qui ont obtenu l'agrément MiCA. Vous avez une trentaine qui a juste abandonné. On parlait de BitGet tout à l'heure. Vous en avez une trentaine également qui est en train de travailler sur l'agrément et qui devrait l'obtenir avant le 1er juillet, la date fatidique. Et vous avez une trentaine qui sont encore dans le flou. Donc il y a encore du boulot et effectivement c'est onéreux, ça réclame du temps, ça réclame un véritable dossier à devoir monter. Le premier intérêt, fondamentalement, c'est parce que ça va être obligatoire. À partir du 1er juillet 2026, si vous n'avez pas l'agrément MiCA, vous ne pouvez tout simplement plus exercer votre activité en France et en Europe. Donc d'ores et déjà, c'est absolument fondamental et obligatoire de l'avoir. Mais ensuite, ça présente un certain nombre d'avantages. Le premier, c'est qu'avant MiCA, vous aviez 27 pays européens et vous aviez 27 législations différentes et il fallait potentiellement aller s'inscrire auprès de 27 autorités avec des règles différentes et ainsi de suite. Avec MiCA, vous avez une réglementation unique, ce qui fait que n'importe quelle entreprise qui a l'agrément MiCA peut adresser l'intégralité du marché européen et ça, c'est un énorme avantage. Autres avantages, c'est que ça amène de la confiance, ça amène un standard de sérieux auprès de ces entreprises, ce qui facilite ensuite l'accès vers le monde de la banque traditionnelle, le monde de l'assurance, tout un tas de partenariats qui peuvent ensuite être effectués et qui, sans MiCA, n'ont pas cette couche de confiance. Autres avantages, et notamment pour les utilisateurs, c'est que MiCA oblige ces entreprises à avoir des exigences de fonds propres. Oui. Ça, c'est utile si jamais l'entreprise fait faillite. On a toujours des fonds propres qui sont là pour pouvoir rembourser les épargnants. Et également une séparation forte entre les actifs des clients et les actifs de l'entreprise. On se souvient des problématiques autour de FTX, entre autres, qui allaient se servir dans les fonds de ses clients pour faire du trading. Ça, avec MiCA, c'est strictement impossible. Et enfin, tout ce qui est fausse plateforme, on a vu, c'est des choses qui existent et qui malheureusement arnaquent les gens qui veulent investir dans les cryptos. Là non plus, ce n'est plus possible. Enfin, on peut citer des avantages pour les États qui vont pouvoir exercer un meilleur contrôle sur l'ensemble de ce secteur et notamment faire de la lutte contre le blanchiment. Ouais. Donc, c'est contraignant, ça représente de l'investissement notamment pour pouvoir monter le dossier, mais au final, je pense que tout le monde va y gagner. Et puis il y a aussi, en termes de sécurité des données, des audits qui sont obligatoires pour ces plateformes, donc c'est important. Après, pour vous, en tant qu'investisseur, il y aura quand même une assurance que derrière, il y a quand même une plateforme beaucoup plus sérieuse. On l'a dit dans cette émission cette semaine, ça va faire le tri sur le marché, dans le secteur. Ça va faire beaucoup de tri même. On se demande qui va disparaître dans le secteur d'ici 6 mois. Et on s'y intéressera et on vous en parlera évidemment dans cette émission. Morgane, Sacha nous demande quelle est la différence entre L1 et L2 ? Oui, différence fondamentale. En fait, une L1, c'est une blockchain principale. Bitcoin, c'est une L1. Ethereum, c'est une L1. Donc la blockchain vraiment principale. Et puis vous avez les Layer 2, donc les L2, qui ont pour mission d'aider la blockchain principale. Par exemple, sur Bitcoin, on a une Layer 2 qui est assez connue, qui s'appelle le Lightning Network, qui est une surcouche du coup à la couche principale, qui va déployer un réseau de paiement beaucoup plus rapide et pour des frais extrêmement faibles. Et la plupart des commerces d'ailleurs à l'international qui acceptent le Bitcoin, c'est souvent avec le Lightning Network qu'ils utilisent en tout cas cette solution. Donc on se rend compte que les Layer 2, elles ont une utilité concrètes. En fait, elles vont venir répondre aux limitations intrinsèques qu'on peut retrouver sur une blockchain classique.
Ethereum, pareil. Ethereum, bon, il y a eu beaucoup d'innovations avec Ethereum, mais Ethereum, ça coûte cher parfois de faire des transactions sur Ethereum et il faut attendre un petit peu. Eh bien, les Layer 2 d'Ethereum vont essayer de répondre à ces problématiques. On peut citer Arbitrum, Base, Optimism, il y en a énormément. Parce que Ethereum a été quand même victime de son succès. À un moment, ça coûtait quand même assez cher. Le problème, c'est que... Enfin, le problème, je ne sais pas si c'est un problème, mais en tout cas, la figure emblématique, un des co-créateurs d'Ethereum, Vitalik Buterin, eh bien, récemment, il a dit que pour lui, peut-être que les Layer 2 ne sont pas si nécessaires que ça. En tout cas, il y a un changement de cap sur Ethereum. Ils ont une volonté de se focuser sur leur propre blockchain et de ne plus trop compter sur les Layer 2. Pourquoi ? Parce que les Layer 2 n'ont pas répondu à leurs ambitions, notamment au niveau de la décentralisation. Et donc, ce qu'il a déclaré, c'est que maintenant, Ethereum va se concentrer sur sa blockchain principale et ils vont essayer de résoudre les petits problèmes. Donc, on verra à l'avenir si les Layer 2 ont toujours leur place dans l'écosystème d'Ethereum. Par rapport à Bitcoin, Ethereum se cherche. On a vu plusieurs changements sur les blockchains au fil des années. Ils adaptent, ils essayent de trouver la meilleure formule. C'est vrai que c'est intéressant de voir le travail qui est fait sur cette blockchain-là. Une question de Lino. On parle beaucoup de responsabilité à détenir un cold wallet et un besoin de sécurité. Conservation de la seed phrase, adresse mail non nominative dédiée, wallet par type d'utilisation. Ça semble être un minimum. Devons-nous pour autant être parano au point de naviguer uniquement sous VPN, en navigation privée, avoir un moyen de connexion dédié, faire livrer son wallet à une adresse anonyme et ne pas utiliser des adresses connectées Gmail? Manuel. Alors, il faut distinguer en fait deux choses. La première, c'est les problématiques technologiques. Et notre auditeur nous dit qu'il utilise un Ledger Wallet. Alors j'ai une très bonne nouvelle pour lui. Vous pouvez éviter de faire à peu près l'ensemble de tout ce que vous avez décrit, c'est-à-dire les VPN, les adresses dédiées, etc., dans la mesure où, à l'heure actuelle, un portefeuille matériel tel qu'un Ledger ou un Trésor est extrêmement bien sécurisé. À tel point qu'aujourd'hui, si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser un Ledger Wallet et faire des transactions dessus sur un Wi-Fi complètement ouvert à l'intérieur d'un aéroport ou même sur un ordinateur complètement vérolé que vous aurez trouvé dans un web café au fin fond de l'Indonésie. Ça ne pose absolument aucun problème, à condition de faire un tout petit peu attention et notamment de vérifier chacune de vos transactions sur l'écran du Ledger Wallet. Il faut prendre avec un écran. Il faut toujours prendre, et donc Ledger et Trésor, et ils vous font ça. Et à partir du moment où vous vérifiez définitivement la transaction sur le Ledger Wallet, ça ne pose aucun problème. Si vous utilisez un portefeuille sur juste logiciel, là par contre le danger est beaucoup plus élevé. Donc Ledger, aucun problème, vous pouvez y aller, la sécurité elle est absolue. Le deuxième danger, malheureusement, c'est un danger qui est beaucoup plus présent, c'est le danger physique. Et dans ce cas-là, il faut être beaucoup plus vigilant, notamment sur votre présence sur les réseaux sociaux, sur ce que vous dites, sur ce que vous dites de vous-même, et notamment sur vos investissements que vous aurez réalisés. À ce moment-là, ça peut également être intéressant d'envisager l'autre solution, qui est de conserver vos actifs non pas sur votre ledger, mais sur une plateforme dédiée. Oui, c'est ça, il faut se connaître en tant qu'investisseur. Et c'est vrai que le ledger en soi peut être un objet dangereux, entre guillemets, où vous pouvez vous faire voler si jamais vous n'êtes pas dans les bonnes pratiques. Vincent nous demande, Morgane, comment profiter des baisses actuelles? Bon, on a dit tout à l'heure, on ne va pas donner un cours précis, mais parce que ça change tout le temps. Mais effectivement, Bitcoin est autour des 70 000 $ en ce moment. Comment on profite de ça? Est-ce que ça représente finalement une opportunité? Complètement. Je pense qu'il faut voir ces baisses-là comme des opportunités. Si vous avez déjà des actifs, vous avez la possibilité de vous positionner sur notamment Bitcoin à un prix qui est quand même beaucoup plus intéressant qu'il y a quelques semaines ou il y a quelques mois. Donc que ce soit au marché ou en mettant des ordres limites même un petit peu plus bas qu'actuellement, parce qu'on pourrait encore avoir une baisse, oui, ça a du sens. Vous allez faire une moyenne d'achat, vous avez un actif que vous voulez détenir sur le long terme et vous l'avez moins cher. Ça a vraiment du sens. Et pour les débutants, je pense que c'est des points d'entrée qui sont très intéressants. Si vous attendiez, peut-être que c'est le moment d'y aller, parce que la réalité, c'est que je pense qu'acheter Bitcoin aux alentours des 70 000, 60 000, peut-être même dans les 50 000 $, ça a du sens si vous avez une conviction, forcément. Si vous pensez que Bitcoin est un actif d'avenir, avec l'offre qui est limitée des 21 millions, et en plus une adoption, une demande qui est croissante et qui, pour moi, ne s'arrêtera plus,
on sait que ça aura un impact sur le prix. Donc l'acheter moins cher, c'est toujours intelligent. Je sais que c'est pas facile, je sais qu'on n'a pas envie. La réalité, c'est quand ça saigne un petit peu, quand on n'a vraiment pas envie, que bien souvent il faut y aller. C'est contre-intuitif, mais c'est intelligent. Et puis je pense que les baisses, elles testent un petit peu nos convictions. Est-ce que vous croyez toujours en Bitcoin quand il est à 100 000 ? Est-ce que vous y croyez toujours quand il est à 60 ou à 50 ? Voilà, c'est un bon moyen de tester ça aussi. C'est vrai, ce qui est compliqué, c'est ce qu'on entend aussi quand ça baisse. On entend énormément de gens autour dire voilà, je te l'avais dit, ça a baissé, ça ne sert à rien, ça va disparaître. Attention, il ne faut pas écouter ça. C'est vraiment exactement contre-intuitif par rapport à ce qu'il faut faire avec Bitcoin. Une dernière question de Chris pour vous, Manuel. Michael Burry alerte sur la baisse du Bitcoin. Est-ce que des sociétés qui ont du Bitcoin dans leur trésorerie sont effectivement en danger ? On a 1 minute 30. Je rappelle que Michael Burry, c'est celui qui avait prédit la crise financière de 2008 avec 2 ans d'avance. Tout à fait. Alors, il faut dire plusieurs choses. La première, c'est que une entreprise qui va avoir du Bitcoin dans sa trésorerie, avec la baisse des cours, bien entendu, ça va être une perte pour l'entreprise. Mais si l'entreprise peut l'absorber, ça pose pas de problème. Là où ça commence à devenir un peu plus touchy, c'est lorsque vous avez une entreprise qui a fait des achats en Bitcoin avec de la dette. Alors on pense évidemment à une entreprise comme Strategy. Donc Strategy, c'est actuellement le plus gros détenteur de Bitcoin au monde. Il possède 714 000 Bitcoins, ce qui fait à peu près 45 milliards de dollars. Et ils les ont achetés à un cours qui était sensiblement plus élevé qu'à l'heure actuelle. Donc aujourd'hui, on estime que Strategy sont à peu près dans le rouge de 5 à 7 milliards de dollars. Alors, est-ce que la situation est critique ? Non, parce que ils ont acheté ces bitcoins avec ce qu'on appelle des notes convertibles. Donc, ils ne seront pas obligés de vendre leur dette de vendre leur bitcoin pour pouvoir acheter de la dette pour l'instant. À un horizon de 2-3 ans, ça pourrait devenir un peu plus ennuyeux, mais pour l'instant, ils ont encore de la marge. Ça dépend du timing, effectivement, vous avez raison. Et on recevait cette semaine Alexandre Lézé de Capital B, qui est la plus grosse Bitcoin Treasury Company en France. Il disait qu'il continuait à acheter maintenant. Voilà, c'est sûr qu'à ce cours-là, c'est intéressant, évidemment. Merci à tous les deux pour vos précieux conseils, vos réponses dans cette émission Le Club BFM Crypto. Morgane Landu, fondatrice d'ailleurs de Crypto 360. Emmanuel Valente, cofondateur de CoinHouse. Merci à tous les deux d'être venus dans cette émission. C'est un plaisir de vous retrouver évidemment tous les jours. On est là entre 15h et 15h30. Je vous laisse entre les mains de BFM Bourse.